J'accueille à mes côtés sur ce plateau Bastien Lequérec et Benoît Piédalu, c'était écrit sur le livre, pardon pour la faute, tous les deux membres de l'association de défense des libertés numériques, la Quadrature du Net, qui vient de sortir ce livre Internet et liberté, 15 ans de combat de la Quadrature du Net, un livre riche qui fait le point sur une évolution préoccupante. Alors au départ, un espace précieux de liberté, Internet, est devenu aujourd'hui un territoire d'expérimentation de tous les systèmes de surveillance de masse, de ce que la Quadrature du Net appelle la technopolis, de la censure et de la publicité ciblée. Alors on en parle, bien évidemment, mais on commence d'abord par évoquer des articles de la Quadrature du Net proprement glaçants. Dans la France de 2022, les technologies de contrôle social à la chinoise sont déjà là et elles visent les plus précaires. C'est le sujet de notre entretien d'actu. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on commence par évoquer, si vous le voulez bien, les résultats de vos dernières enquêtes sur les technologies de contrôle social à la française qui passent par des algorithmes pensés de manière assez perverse. Alors je l'ai dit, ils visent d'abord les plus précaires, notamment les demandeurs d'emploi qui perçoivent des allocations chômage. Et à la base, il y a d'abord une sorte de dématérialisation à marche forcée, c'est ce que vous dites. Exactement, c'est le résultat d'un an d'enquête à peu près, où on a mis notre nez dans une partie assez peu avouable par les administrations, et notamment la CAF et Pôle emploi, qui consiste à utiliser le numérique comme un vecteur un vecteur de contrôle social, pour récupérer plus d'argent, mais au passage créer énormément de discrimination. Donc on a commencé à travailler sur la question de la dématérialisation, puisque on a été en contact avec une personne qui est victime de ça, puisque Pôle emploi lui reprochait de ne pas utiliser le numérique, les outils numériques pour faire sa recherche d'emploi. Donc Pôle emploi lui a coupé ses droits, a coupé ses allocations, en prenant comme prétexte le fait que cette personne n'utilisait pas Internet, des mails pour envoyer ses candidatures, pour faire ses démarches. Et on a tiré notre enquête à partir de là, et on s'est intéressé également à cette question du contrôle, cette fois-ci de l'ensemble des usagers de ces administrations, et notamment l'exemple de la CAF, où on a expliqué sur notre site récemment que la CAF est à l'origine d'un des plus scandaleux algorithmes, puisqu'elle utilise des traitements automatisés pour repérer quel allocataire serait un potentiel fraudeur et déclencher à partir de ces résultats algorithmiques des contrôles de ces personnes. On y reviendra plus longuement. Alors au final, ces politiques de dématérialisation permettent donc de renforcer le contrôle social, parce qu'elles permettent à Pôle emploi de collecter de plus en plus de données sur les usagers et de se servir de l'intelligence artificielle. Alors concrètement, comment ça se passe ? Alors ici, on parle d'algorithmes de scoring ou de calcul de risque. Ce sont des algorithmes qui, en utilisant toutes les données qui sont à disposition de ces administrations, et notamment la CAF, ces algorithmes vont calculer un score de risque. C'est-à-dire que si votre score est proche de 0, l'algorithme estimera qu'il y a peu de probabilité que vous soyez un fraudeur, et je reviendrai sur ce terme après. Si au contraire votre score est proche de 1, eh bien là l'algorithme sera en train de dire aux contrôleurs et contrôleuses que l'allocataire est un potentiel fraudeur. Alors on parle de fraudeur, mais en réalité pas vraiment, parce que cet algorithme à la CAF, en tout cas initialement, visait effectivement à lutter contre la fraude, mais la CAF s'est aperçue que c'était complètement impossible à faire, notamment parce que matérialiser l'intentionnalité d'une fraude est impossible. Et en réalité, aujourd'hui, ces algorithmes cherchent les indus, c'est-à-dire les erreurs dans des déclarations qui ne sont pas du tout le résultat d'une intention délictuelle, mais vraiment simplement parce que ces allocations ont des critères très complexes et que les personnes peuvent faire des erreurs. Et donc aujourd'hui, ces algorithmes ciblent ces personnes les plus précaires en faisant passer le message que ce sont de potentiels fraudeurs, alors même que l'objectif, c'est de récupérer tout simplement le plus d'argent possible avec l'utilisation de cette technologie. Alors un score de risque de fraude est attribué aux différents allocataires, donc au Pôle emploi, mais comment il est calculé ?
C'est très difficile de savoir. On est en contact avec les personnes qui sont concernées par ça, on essaie de faire un peu de transparence et on n'y arrive pas. Aujourd'hui, quand on demande à Pôle emploi ou à la CAF ou à ces administrations qu'on sait qu'elles utilisent ce genre d'algorithme, quand on leur demande les codes sources de ces algorithmes, quand on leur demande les critères qui sont utilisés, les pondérations, eh bien on fait face à une opacité la plus totale. Aujourd'hui, la CAF refuse d'expliquer comment cet algorithme de score de risque est calculé. Alors on a quelques petites pistes parce qu'il y a eu des études, notamment par Vincent Dubois qui a écrit plusieurs livres et vraiment qu'on vous recommande. Donc on a quelques éléments, quelques pistes pour savoir, mais précisément ces administrations refusent de faire la transparence sur ces algorithmes. Alors même que c'est quand même des algorithmes qui ont un impact extrêmement fort sur la vie d'un certain nombre de personnes, que ce sont des administrations publiques, enfin c'est quand même assez peu compréhensible finalement qu'on nous oppose une telle opacité sur des algorithmes qui ont des décisions, qui prennent des décisions finalement pour le grand public qui sont importantes. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ces algorithmes, globalement, ciblent les personnes les plus précaires. Par exemple, si vous êtes une personne avec un revenu qui n'est pas stable, si vous habitez dans certains lieux géographiques, si vous êtes une personne, si vous êtes parent seul, 80% des femmes dans ce cas-là, 80% des parents seuls sont des femmes, eh bien votre score de risque va augmenter. Et c'est pour ça qu'on appelle cet algorithme l'algorithme de la honte, parce qu'il s'agit véritablement d'un algorithme discriminatoire. Alors pardon, je cherche ma question, là j'avais une question, elle va me revenir. Vous parlez d'une sorte de transparence forcée. Oui voilà. Question toute simple, en plus du coup je m'adresse peut-être aux juristes, est-ce que c'est légal de définir comme ça des algorithmes? Alors j'ai envie de dire la réponse est presque dans la question, parce que vous parlez d'algorithmes qui discriminent. Alors tout est... Le problème réside dans ce qu'on appelle discrimination. Ouais. Au sens légal du terme, c'est difficile de savoir si ces algorithmes sont légaux ou pas. Il y a encore énormément de travail et de combat à avoir. Aux Pays-Bas, en revanche, ce qui est certain, c'est que ce genre d'algorithme a été annulé par la justice. Un exemple, un algorithme qui s'appelait Siri a été annulé. Alors, le problème, c'est que ce genre d'algorithme revient, on le chasse par la fenêtre et il revient, on le chasse par la porte et il revient par la fenêtre. Donc, le combat est perpétuel et n'est pas terminé, mais en tout cas, on a des petits bouts de victoire en Europe et on espère qu'en France, on arrivera aussi à chasser ces algorithmes. Aux Pays-Bas, l'exemple qui était donné par les membres de l'administration qui défendaient leur algorithme, c'était de montrer que c'était quand même important de pouvoir couper les APL aux gens qui avaient ces APL lorsque ils n'habitaient pas dans le logement pour lequel ils avaient des aides. On peut imaginer n'importe quelle raison pour laquelle ça puisse arriver. Par exemple, vous rencontrez une personne avec laquelle vous désirez vivre, vous essayez, vous passez un peu de temps chez elle, et là, les informations qui remontent des consommations d'électricité et de consommation d'eau informent l'algorithme que personne n'habite l'appartement puisqu'il n'y a que très très peu de consommation, et de manière totalement automatique, le système lève une alerte en disant cette personne-là, je pense qu'elle ne mérite pas ses APL puisqu'elle n'habite pas dans le logement dédié. Voilà le type d'exemple qui était montré, et ils n'ont pas voulu en donner d'autres parce qu'ils ne voulaient pas donner de mauvaises informations aux personnes qui pourraient essayer de passer à travers l'algorithme. Et de mauvaises idées peut-être pour la France de reproduire la même chose. Tant qu'à faire. Ah ouais, c'est ça. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, oui, cet exemple, c'est ce qui se fait à l'étranger. Ouais. On sent vraiment une pression très forte en France. On s'était mobilisé en 2019 contre la surveillance algorithmique des réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, pour des questions de lutte contre la fraude fiscale et en fait chasser le petit vendeur à la sauvette de cigarettes, on surveille l'ensemble des réseaux sociaux avec des algorithmes. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape parce que on s'aperçoit que sous prétexte de réutiliser un certain nombre de thèses de la droite, voire de l'extrême droite, autour de la fraude sociale, qui en réalité représente des sommes assez peu importantes comparées à d'autres sources de fraude, notamment la fraude fiscale. Donc sous prétexte de reprendre ces thèses, les administrations déploient vraiment des algorithmes et veulent aller de plus en plus loin, et on voit systématiquement que ce qui se fait à l'étranger, c'est immédiatement par les administrations françaises montré comme un exemple qu'il faudrait absolument suivre, sans se poser la question des libertés et des
effets de bord que vont avoir ces surveillances. Et pour remplir aussi ces algorithmes, la nécessité aussi importante de récupérer un maximum d'informations personnelles sur ces gens. Et c'est pour ça que régulièrement, on a des demandes d'extension finalement des domaines sur lesquels les administrations peuvent aller regarder. On parlait encore récemment de la volonté du ministère des Finances de pouvoir accéder en temps réel aux comptes bancaires des particuliers pour savoir quels achats sont faits par les gens. Et on peut imaginer encore d'autres usages potentiels que pourraient faire les administrations de là où vous allez en vacances et autres pour définir si oui ou non vous avez le droit d'accéder à certaines aides. Voilà. Et c'est pour ça qu'on lève un peu une alerte là-dessus aujourd'hui. C'est que l'administration, à travers ces algorithmes, essaie de rentrer de plus en plus profondément dans la vie privée des gens, d'essayer de déterminer sur certains critères s'ils ont le droit ou pas, suivant leur comportement, leurs actions quotidiennes à certaines aides. Ouais, ils vont jusqu'à même sonder les intentions des allocataires. Donc c'est hyper intrusif en fait comme algorithme. D'ailleurs, on peut rappeler que la fraude au RSA ne s'élève qu'à 180 millions d'euros, à comparer avec les fraudes aux impôts, c'est que vous disiez qu'ils s'élèvent, qui avoisinent les 7 milliards d'euros. Alors vous parlez d'une sorte de transparence forcée à la CAF. Ceux qui s'y opposeraient s'exposeraient à une suspension de leurs allocations et un flicage accru. Oui, exactement. Ces algorithmes, Benoît l'a rappelé, visent à vraiment sonder l'intimité des personnes. Dans notre enquête, ce qu'on a relevé, c'est les témoignages des personnes qui font face à cette violence administrative. Et lorsque l'algorithme a estimé que vous êtes un potentiel fraudeur et qu'un contrôle ensuite est déclenché, vous êtes presque littéralement mis à nu devant le contrôleur ou la contrôleuse qui va vous demander de justifier un retrait de 20 € en espèces, qui aura tout votre relevé bancaire devant les yeux et va vous demander de justifier chaque ligne. Et il y a vraiment une humiliation de la part de l'administration parce que l'algorithme a estimé que la personne avait potentiellement fait une erreur dans sa déclaration et qu'on la présente comme un potentiel fraudeur. Et c'est là où il y a la question de l'intentionnalité, c'est-à-dire que l'administration arrive en disant « vous êtes potentiellement un fraudeur » et la personne se retrouve à essayer de prouver l'inverse. Et c'est donc un retournement finalement de situation où la personne, finalement, alors qu'elle n'a potentiellement rien fait, est quand même obligée de se défendre contre l'administration. Et c'est vraiment vécu comme une humiliation, comme une violence de l'État face aux gens. Et c'est ce qu'on démontre dans tout un tas de cas, à l'usage du numérique, l'usage de ces outils-là par la puissance publique, c'est quelque chose qui est une violence potentielle. C'est-à-dire l'usage d'un outil peut être, en général, on dit l'outil est neutre, sauf que là, il est utilisé par une puissance publique qui a un impact sur les gens. Il peut les surveiller, il peut agir sur eux, il peut leur couper les vivres, comme on disait. S'ils disent « non, moi je veux pas que vous puissiez avoir accès à mes comptes », en fait, on leur coupe tout simplement les vivres pour des personnes qui en ont probablement besoin. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on veut beaucoup, qu'on veut remettre un peu dans le débat public aussi à la Quadrature. C'est l'impact des outils numériques quand ils sont à la main de quelqu'un qui a finalement un impact sur votre vie. Vous le disiez, en fait, on n'est plus présumé innocent, on est d'ores et déjà coupable et c'est à nous, enfin aux allocataires, de prouver qu'ils sont innocents. C'est terrifiant, vraiment. Alors, est-ce que c'est exagéré de comparer ces algorithmes et ces scores au système de crédit social chinois ? Donc c'est un concept qui accrédite l'idée d'un capital de points accordé par l'État aux citoyens qui peut être bonifié ou bien se détériorer grâce notamment à l'intelligence artificielle. C'est difficile à répondre parce que... on vous scrute là, faites attention à ce que vous allez dire. Aujourd'hui, en France, on n'est pas on n'est pas dans une société à la chinoise où tous nos faits et gestes sont soumis à l'approbation de l'État. Mais en revanche, le point commun, c'est cette intrusion de plus en plus grande de l'État dans les vies. Et ici, l'autre différence aussi, c'est qu'il y a une dimension sociale. Ces algorithmes visent les plus précaires parce que c'est là où il y aura le plus d'erreurs qui pourront être commises et donc où il y aura plus d'argent à récupérer du fait de ces erreurs. Non, je voulais quand même rappeler que c'est un argument assez habituel qu'on entend de dire non, mais ici on n'est pas en Chine. Et puis régulièrement, on rappelle quand même qu'un certain nombre de choses qui sont faites en Chine et dénoncées par nos démocraties de l'Ouest, d'Europe de l'Ouest, en fait, arrivent
très rapidement en Europe, voire sont déjà là. On parle de la reconnaissance faciale, par exemple, donc on en parlera peut-être tout à l'heure. La reconnaissance faciale qui était qui est utilisée en Chine, et on disait non mais c'est pas possible, de toute façon c'est un truc vraiment à la chinoise. Bon, en fait, il est déjà, et on s'en est aperçu, il y a finalement pas si longtemps que ça à la Quadrature qu'en fait la reconnaissance faciale est utilisée quotidiennement par milliers de fois par jour dans les commissariats. On a les drones, par exemple. On disait au début du confinement, on avait vu des vidéos, on disait ah là là, en Chine, ils lancent des drones qui disent rentrez chez vous, mettez vos masques, etc. Et en fait, quelques mois plus tard, la police française s'est emparée de ces outils pour les utiliser dans les rues de Paris, en l'occurrence, mais dans d'autres villes françaises. Donc en fait, il faut faire attention un peu à cette comparaison où on essaie de dire non, mais ça n'arrivera jamais chez nous parce que vous savez, la Chine est très loin et c'est très très différent de nos démocraties, alors qu'en réalité, il y a une tentation très forte de nos politiques, finalement, d'aller dans cette direction. On peut peut-être se mettre d'accord sur un terme, contrôlocratie. Voilà, un petit euphémisme. Mais alors du coup, qui s'explique encore moins quand on sait que près de 30% des personnes pouvant prétendre à toucher une aide sociale ne la perçoivent pas, selon une étude inédite que le ministère du Travail a récemment transmise au Parlement. Et l'économie pour les caisses de l'État est évaluée à plusieurs milliards d'euros. Alors pourquoi les scruter à ce point quand on sait qu'ils ne se prévalent même pas en fait finalement de leurs droits ? Aujourd'hui, ces algorithmes ont une logique financière assumée. En allant repérer les potentielles erreurs, on va récupérer plus d'argent. Et c'est bien ce qui s'est passé dans l'évolution de cet algorithme. Au début des années 2010, quand la CAF commence à travailler sur ces algorithmes, l'objectif était de repérer les fraudeurs. Sauf que, je l'ai dit tout à l'heure, le caractère intentionnel est très compliqué à prouver, à calculer. Et en plus, le résultat en termes de rentrée d'argent était assez peu probant par rapport au coût de ces algorithmes, de les développer, de les maintenir. Et on a eu une évolution en passant à des algorithmes qui vont rechercher les erreurs, et là où il y a de plus en plus, où il y a un levier financier le plus important. Et c'est vraiment un objectif de restructuration des administrations, parce qu'en parallèle, on a moins de personnel, donc on va avoir moins d'humains pour faire ce travail, et on va faire confiance de plus en plus à la machine. Il y a également la dimension politique. Avant la généralisation de ces algorithmes, la CAF ou ses administrations, souvent dans des rapports d'activité, des rapports annuels, disaient nous on est en train de cibler ces contrôles sur tel type de fraude ou tel type d'erreur. Aujourd'hui, maintenant, dans les rapports de la CAF, on voit qu'on parle de contrôle data mining. On arrête de dire qu'on va cibler des allocataires CAF, des allocataires qui touchent le RSA ou des personnes précarisées. On dit c'est l'algorithme qui a déterminé que ces personnes devaient être contrôlées. Et donc il y a une manière aussi, à travers la recherche d'erreurs, entre guillemets, il y a une manière de se dédouaner politiquement, parce que ces algorithmes sont calculés, sont ciblés pour aller rechercher les personnes les plus précaires. Alors, je vous en prie. Non, mais c'est sur cette partie aussi d'argent, enfin cette partie financière, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que l'algorithme est aussi souvent présenté par la CAF pour dire ce qu'on va faire avec cet algorithme. C'est important de mettre en place un algorithme comme ça qui récupère toutes les informations, parce que ça va permettre d'aider les allocataires qui ne font pas la demande. Ça fait presque 10 ans qu'on en parle et qu'ils en parlent régulièrement. Ce qui est bizarre quand même, c'est qu'au final, on a un algorithme qui surveille les gens et qui va essayer de trouver les indus, mais jamais n'a été mis en place l'algorithme qui, par contre, va chercher les allocataires qui ne font pas la demande des aides auxquelles ils pourraient prétendre. Et on voit bien, effectivement, le pourquoi. C'est que, comme vous dites, il y a un taux quand même assez important de non-demande aux aides. Et si on compare ce qu'ils peuvent récupérer en surveillant les gens et ce qu'ils dépenseraient, finalement, en allant chercher ces 30%, plus de 30% d'allocataires qui ne vont pas chercher leurs aides, en fait, les caisses seraient bien plus vides s'ils allaient le faire. Donc voilà, il y a ça aussi. Et c'est aussi un combat de la Quadrature de rappeler que le numérique doit être au service
des gens. Et donc, en fait, aujourd'hui, ils font exactement l'inverse de ce qu'ils devraient faire. C'est-à-dire qu'ils devraient utiliser le numérique pour aider les allocataires à aller chercher les aides dont ils ont besoin, à faciliter la vie des allocataires, ne pas demander 50 fois les mêmes documents et tout. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qui est fait. On complique la vie des allocataires en changeant les règles régulièrement, en mettant des formulaires qui sont pas bien réalisés, qui causent finalement des erreurs, qui provoquent des erreurs, et puis finalement en utilisant ces informations qu'ils ont sur les allocataires pour aller chercher des indus de quelques euros et donc provoquer la peur chez les gens. C'est pas du tout l'objectif normalement. Et des agents de la CAF qui n'ont pas l'air d'être très formés, parce qu'on a souvent des informations contradictoires quand on passe un appel à 14h, on passe un appel à 16h. Donc effectivement, l'accès à l'information pose un véritable problème à la CAF et au sein d'autres organismes publics. Alors justement, moi je suis allée faire un petit tour sur le site de la CAF qui, je pense, a dû lire votre enquête parce qu'elle se défend de faire les contrôles que vous indiquez. Alors, voilà, il y a la petite rubrique « Stop aux idées reçues sur les contrôles CAF ». Être contrôlé par la CAF est généralement mal perçu par les allocataires. Alors, commençons par tordre le cou à certaines idées reçues. Non, le contrôle n'est pas systématiquement une chasse aux fraudeurs. Et non, l'allocataire n'est pas forcément considéré en faute. Les contrôles ont pour objectif de vous verser un paiement des prestations rapides, réguliers et justes, ni trop, ni peu. Alors il faut faire attention parce que dans ce discours de la CAF, lorsqu'elle parle de contrôle, la CAF dit par exemple que la moitié des allocataires sont contrôlés. Quand elle parle de contrôle dans ce cas-là, elle parle la plupart du temps en réalité de contrôle automatisé. C'est-à-dire ces contrôles que quand vous êtes en train de déclarer un revenu ou une donnée, souvent l'administration peut la vérifier ou en tout cas vérifier sa cohérence. Alors ça faisait sur dénonciation, non, avant ça en général. Non, pas du tout, c'était automatique. Ce genre de contrôle, aujourd'hui, il est automatisé. C'est la grande majorité du contrôle de la CAF. C'est simplement parce qu'on a interconnecté de plus en plus de fichiers, de données. La CAF est en mesure automatiquement de vérifier la cohérence de l'information qui est donnée. Et donc, ça, ces contrôles, ils sont faits de manière un peu aveugle. Ils représentent la grande majorité des contrôles faits par la CAF, mais en réalité... il ne faut pas s'arrêter sur ce chiffre-là parce que on a aussi des contrôles sur pièce ou des contrôles sur place, où là, ces contrôles sont déclenchés par souvent ces algorithmes. Et c'est le problème de tous ces algorithmes d'aide à la prise de décision, c'est-à-dire que le contrôle, une fois qu'il a abouti, la décision finale de sanctionner l'allocataire ou pas, ou de lui accorder éventuellement des prestations qui auraient été mal données par la CAF, en réalité, cette décision finale, elle dépend énormément de ces algorithmes d'aide à la prise de décision, mais entre lesquels l'humain va devoir faire une vérification. C'est-à-dire que quand vous êtes allocataire, que vous êtes face à un contrôle, vous allez avoir votre contrôleur qui va vous dire « l'algorithme a dit que vous êtes potentiellement un fraudeur ». C'est pas du fantasme, c'est des témoignages qu'on a récoltés, on a tout expliqué sur notre site. Et à ce moment-là, finalement, quand vous êtes allocataire, vous êtes face à un contrôleur, un humain qui va devoir prendre une décision, mais qui pour cela s'appuie sur les dires d'un algorithme dont on ne peut pas connaître le fonctionnement, dont on ne connaît pas les critères qui ont été utilisés, ni les coefficients, et donc on est face à un mur réel. Et il faut savoir que beaucoup d'humains, surtout ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement interne de la machine, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens à la CAF parce que ce n'est pas leur métier, c'est tout à fait normal, en fait font confiance à la machine à tel point qu'ils se disent si l'algorithme nous a dit qu'il y avait une fraude potentielle chez cette personne, il va falloir la trouver. Et on sait que quand on cherche, en général, parmi des années de déclarations et autres, on finit toujours par trouver quelque chose. Et c'est ça aussi le biais qu'il y a avec la machine, c'est que l'humain croit ce que lui dit la machine, en particulier quand il ne sait pas comment elle fonctionne. Et même nous, on ne sait pas comment elle fonctionne, donc les contrôleurs CAF, j'imagine, non plus. Alors on ne sait pas quels sont les critères qui sont utilisés pour cet algorithme, mais cette enquête part de témoignages. Je me permets cette question, est-ce que le patronyme peut être un critère ? Alors, au vu des témoignages que vous avez reçus. A priori, non. En revanche, ce qu'on a vu, on a récolté un témoignage d'une personne qui était née en Algérie du moment quand c'était encore un département français, donc qui est française, qui aujourd'hui, qui ensuite a eu le droit à des prestations sociales. Et l'algorithme, quand il a vu né en Algérie, donc en dehors de l'Union européenne, a commencé à augmenter
le score de risque. Et cette personne nous disait, j'ai été déchu de ma nationalité par l'administration et par l'algorithme. Et elle est vraiment française, elle était née dans un département français, et parce qu'un des critères qui est utilisé par ces algorithmes est est-ce que la personne est née dans l'Union européenne ou pas, eh bien, tout d'un coup, parce que ça avait été mal fait, et parce que ce critère aussi peut poser problème, son score de risque avait été augmenté, elle avait eu des contrôles, etc. Et donc, il n'y a pas d'analyse des noms a priori, en tout cas, on n'a pas eu de... Enfin, quand je disais non, je voulais parler de filiation Voilà. étrangère. Mais ça se retrouve avec, le critère de la nationalité. Ouais. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur ces 2 enquêtes avant de passer au livre ? Alors, peut-être un petit appel. Bien on sûr. a besoin d'énormément d'informations qu'on n'a pas. S'il y a des contrôleurs ou des contrôleuses de la CAF ou d'autres administrations qui voudraient nous aider, on a tous les protocoles pour leur permettre de faire fuiter des documents. Super. Merci. Merci. Qui nous contacte effectivement et on les aidera. Peut-être rappeler juste l'adresse internet. Laquadrature.net. Très bien, parfait. Il est temps maintenant de parler de Internet et liberté. 15 ans de combat de la quadrature du net. Votre combat commence par Hadopi, la loi qui désire soumettre Internet à un régime de droit d'auteur dur. Alors de l'eau a coulé sous les ponts et Internet est devenu un vaste espace de surveillance. Quels sont, selon vous, les moments les plus forts de cette reprise en main des pouvoirs politiques et des GAFAM ? Alors, on a eu pas mal d'événements très importants. On a fait un découpage dans le livre en 3 grandes parties. La partie la plus sympathique, avec le plus d'allégresse, c'est vraiment les démarrages où on démarre tranquillement. On se dit que les politiques comprennent rien au numérique. On fait des mèmes, on fait des montages vidéo, des choses comme ça. Donc ça, c'était un peu la partie un peu sympa où on se dit, de toute façon, Hadopi, ça va pas fonctionner, toute la question du droit d'auteur, ACTA et autres, on gagne devant le Parlement européen. Donc c'est pas les parties les plus dures de la quadrature arrivent plus tard. Finalement, à partir du moment où on rentre dans la partie sécuritaire en 2014, où on commence à avoir des lois sécuritaires plus importantes, plus violentes, de surveillance, effectivement, comme vous disiez, surveillance d'Internet. On va dire que on va vouloir surveiller ce qui se passe sur Internet, contrôler avec des boîtes noires sur le réseau les comportements des gens pour essayer de trouver les potentiels terroristes. Donc on a des choses un peu qui arrivent. Et puis évidemment, les attentats en France qui renforcent encore la ligne dure et on se retrouve finalement tout seul. Et c'est un passage très 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 important qu'on raconte où on explique notre solitude finalement dans l'espace politique français, où on essaye d'expliquer que c'est un boulevard qui est déclenché par ces attentats parce qu'il faut une ligne de front politique qui aille d'un seul homme et d'une seule femme voter toutes les lois sécuritaires et on essaye finalement, on fait face à un espèce d'éboulement complet de lois sécuritaires à ce moment-là et c'est un passage très difficile où on s'aperçoit que finalement là où on pouvait discuter dans la première partie à partir de 2008 jusqu'à 2013, 2014, on pouvait discuter avec le politique, on avait beaucoup d'échanges avec eux, et en fait c'est plus possible parce que notre voix n'est plus entendable et donc on a toute cette période très compliquée, très noire qu'on a je pense aussi tous en mémoire de cette période d'attentat dans le milieu associatif de défense des libertés. On ressent aussi cette noirceur, un peu cette difficulté à défendre les libertés. Et puis on voit la montée aussi de la surveillance sur les réseaux. Sur Facebook notamment. Voilà, Facebook, les GAFAM en général. Le profilage va loin sur les plateformes comme Facebook. Voilà, exactement. On s'aperçoit que Facebook fait des tests même sur les gens. En Australie, il y a des tests sur les adolescents qui ont été publiés ou en publiant un certain nombre de choses plus ou moins... en sélectionnant finalement les publications qui sont dans le fil de discussion d'adolescents, on peut voir s'ils dépriment ou pas. Voilà, donc vous imaginez un peu l'impact que ça peut avoir sur des adolescents. On s'aperçoit que finalement, il y a en contrôlant les données personnelles des gens, on contrôle finalement l'ensemble de la société, de son mode de vie, mais aussi la démocratie elle-même, puisqu'on a Cambridge Analytica qui nous démontre
qu'on peut contrôler même des élections avec les données personnelles. On peut arriver à construire des modèles qui vont permettre d'influencer des élections. Et donc ça, c'est quand même un danger très important sur nos démocraties, de pouvoir avoir... Alors on a entendu parler récemment de millions qui ont été mis sur la table par la Russie pour influencer des démocraties donc d'Europe ou aux États-Unis. Mais en fait, il n'y a même pas besoin de ça. Aujourd'hui, les GAFAM font ça et vendent même au plus offrant. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise qui veut influencer sur les réseaux est capable de le faire. Et donc, on l'a découvert au fur et à mesure de nos combats, au fur et à mesure des travaux qu'on a menés. On a découvert un peu tout ça pour arriver jusqu'à l'usage de ces technologies de surveillance, l'amélioration de l'intelligence artificielle sur carrément dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'au départ, on disait qu'on défendait les droits et les libertés sur Internet. C'est comme ça que vous avez introduit le sujet tout à l'heure. Et en fait, on a évolué, notre ligne a évolué. On est devenu défenseur des droits et des libertés à l'ère numérique. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu, en fait, vers 2018, et puis en 2019, on a lancé la campagne Technopolis. On s'est aperçu qu'en fait, toutes ces technologies de surveillance, d'intelligence artificielle étaient lentement transférées dans l'espace réel, avec des capteurs, des caméras, des outils de profilage de comportement. Et aujourd'hui, en fait, l'envie de nos politiques, c'est de transférer toutes ces technologies créées par les GAFAM sur Internet dans l'espace public et de contrôler tout ça à leurs mains. C'est ce que vous appelez la technopolis. Et c'est ce qu'on appelle la technopolis, en effet. Et pourquoi on doit en avoir peur de cette technopolis ? Pourquoi en avoir peur ? Surtout dans un contexte, comme on l'a dit tout à l'heure, d'attentats accrus, de terrorisme, etc. Une technopolis qui est censée nous protéger. Alors c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec la CAF. Ouais. Finalement, c'est donner des outils extrêmement puissants à quelqu'un qui a un pouvoir sur vous. L'État a tout pouvoir sur vous. L'État peut vous enfermer. L'État peut vous mettre en prison pendant 1 an, 2 ans en attente de votre procès. L'État peut vous couper des allocations. L'État, on l'a vu récemment avec Gérald Darmanin qui dit que finalement on devrait couper les allocations ou sortir même des familles de leurs appartements qu'ils ont dans des HLM, j'imagine, parce que sinon on pourrait difficilement les sortir de leurs propres appartements parce que leurs enfants ont fait des conneries. Voilà. Et donc il faut bien voir que ce qu'on est en train de donner aujourd'hui à nos politiques, ce sont des outils extrêmement puissants de contrôle social, de contrôle de la population, qui vont jusqu'à, si on met en place des outils de surveillance biométrique dans les rues, on peut vous suivre dans la ville, on peut savoir qui vous rencontrez, combien de temps vous passez à discuter, on peut savoir que vous rentrez dans un local syndical, par exemple, ou d'un parti politique, combien de temps vous y restez, les coups de fil que vous avez passés aujourd'hui, on peut déjà avoir accès à ça, donc ce qu'on appelle les métadatas de vos appels téléphoniques sur demande, et tout ça, en fait, permet ensuite de construire une cartographie de qui vous êtes. En fait, ces données personnelles, elles vous représentent. Elles représentent ce que vous êtes, mais de la manière que veut bien le percevoir la personne qui a la main sur ces données. Comme je disais tout à l'heure, la CAF aurait très bien pu définir que quand l'algorithme dit que les personnes qui ont le plus de risques d'indus, ce sont les personnes les plus pauvres, donc celles qui ont le RSA, les femmes seules, parce que c'est finalement les personnes seules avec enfants, ce sont les plus risquées, ce sont des femmes à 80%, comme disait Bastien tout à l'heure. Au lieu d'utiliser ça pour contrôler les gens, il pourrait l'utiliser pour simplifier les choses en disant il y a un problème, il faut qu'on aide ces gens-là parce que ils font des erreurs, donc c'est qu'il faut qu'on revoie nos formulaires, il faut qu'on revoie la méthode d'attribution des aides. Et en fait non, il l'utilise contre ces populations-là. Et quand on parle de surveillance biométrique, ça pourra avoir des impacts sur tout un chacun parce qu'ils ont pris des positions politiques, parce qu'ils sont contre le gouvernement. On a vu aussi les tentatives de contrôle des associations, par exemple, qui doivent s'engager à ne pas aller contre l'État, enfin contre la démocratie, la République contre la République, je crois. Voilà. Et donc ça, c'est un gros risque de leur donner accès à ces outils-là. Concrètement, ce qu'on a documenté dans cette campagne Technopolis, c'est par exemple l'analyse algorithmique des images de vidéosurveillance. Aujourd'hui, le territoire français est quadrillé par des caméras qui sont relativement bêtes. Elles se contentent la plupart du temps d'enregistrer les images pendant 30 jours si la justice en a besoin et de les diffuser en direct dans un local d'une police municipale si jamais une petite mamie se fait voler son sac.
Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a des outils qui existent, qui sont développés depuis des années et qui commencent à se déployer sur le territoire français, où les communes, la plupart du temps, vont utiliser ces images pour repérer à l'aide d'algorithmes des comportements suspects. Si une personne avec un manteau rouge et des chaussures noires arrive dans telle zone, ces algorithmes sont capables de créer une alerte à ce moment-là. Ces algorithmes sont aussi dotés de capacités de reconnaissance faciale. On peut détecter des comportements suspects comme du maraudage. C'est-à-dire, est-ce qu'une personne est statique sur un lieu ? En réalité, derrière ce terme de maraudage, c'est une chasse aux personnes sans domicile fixe, c'est une chasse aux personnes qui seraient contraintes de faire, de mendier de l'argent. Donc il y a un choix politique derrière ces algorithmes. Et on parle de surveillance ultime avec cette surveillance algorithmique des images, parce que la personne qui va détenir ces algorithmes pourra tout savoir sur vous et pourra analyser votre comportement en permanence, là où une caméra bête ne pourra pas s'il n'y a pas un humain, un policier derrière chaque caméra, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Alors on a vraiment le sentiment d'être démunis face à cette technopolis. Quels sont les terrains sur lesquels il est encore possible de se battre ? Alors on a posé une plainte il y a peu de temps, il y a 3 semaines il me semble maintenant, justement contre la Technopolis, donc contre le ministère de l'Intérieur, qui a été déposée auprès de la CNIL, puisqu'on considère que l'usage des caméras et de ces algorithmes, même donc des caméras même, parce que dans notre étude, on a quand même démontré que une grande majorité de caméras qui doivent normalement montrer patte blanche, quand une caméra est installée, on doit expliquer pourquoi on l'installe, dans quel objectif, bien déterminer le lieu. Et en fait, on s'aperçoit que les caméras sont posées avec l'assentiment du préfet sans aucun problème. Enfin, il n'y a même pas d'étude d'impact, de quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on a quadrillé le territoire avec des caméras de vidéosurveillance sans même se poser de question de savoir si ça avait un impact quelconque. Et aujourd'hui, on démontre, il y a un certain nombre de sociologues qui ont travaillé sur le sujet et qui démontrent que l'impact sur la problématique de sécurité sur le territoire, en fait, est extrêmement faible, pour des coûts extrêmement importants et, comme on disait, un risque finalement sur la démocratie relativement important, d'autant plus qu'on peut récupérer ces caméras, enfin ces flux de caméras, et poser des algorithmes dessus. Donc on a déposé plainte auprès de la CNIL pour qu'elle puisse analyser l'usage qui était fait de toutes ces informations-là, la pose des caméras, et qu'elle essaye de vérifier avec une enquête de son côté que ça ne porte pas, que ça ne va pas à l'encontre de la réglementation actuelle, ce que nous considérons que c'est. C'est-à-dire que la pose de ces caméras est illégale, l'usage de ces algorithmes est illégal, et donc nous espérons que la CNIL ira dans notre sens. Vous avez lancé une pétition aussi, c'est ça, qui a collecté 15 248 signatures. C'était pas une pétition, c'était vraiment une plainte. Une plainte, qui a rassemblé donc 15 248 plaignants. Pendant plusieurs mois, on a appelé les personnes à nous donner mandat pour déposer plainte devant la CNIL en leur nom. Donc aujourd'hui, ces 3 plaintes, en réalité techniquement il y a 3 plaintes, sont déposées par la Quadrature au nom de plus de 15 000 plaignants. Une autre manière de s'impliquer, c'est un peu ce qu'on a fait quand on a lancé en 2019 cette campagne Technopolis, c'est de documenter cette surveillance dans les villes. Parce que la Quadrature du Net, on est peu de membres, mais on repose sur tout un tas de bénévoles qui, dans toute la France, peuvent agir. Et la campagne Technopolis, elle a entre autres comme but de donner un moyen d'action à ces personnes pour documenter à leur échelle, dans leur ville, dans leur lycée, dans leur transport en commun, cette documentation. Donc sur notre site technopolis.fr, on a une boîte à outils pour expliquer comment faire cette transparence. Donc on explique comment demander une administration des documents, on explique comment est fait le droit, comment est-ce qu'il peut être utilisé. Et ce travail de documentation, il est déjà très important. C'est par exemple avec ce travail de documentation que en 2019, la ville de Saint-Étienne a abandonné son programme de surveillance sonore de l'espace public. On n'a pas eu besoin d'aller devant la CNIL, on n'a pas eu besoin d'aller devant des tribunaux. En documentant cette surveillance, ce groupe local Technopolis a réussi à faire plier la mairie. Alors à la fin, la CNIL est arrivée, une fois que la lumière des projecteurs avait été mise sur ce projet, elle est arrivée pour dire de toute façon ce que vous faites c'est illégal, mais la pression politique a été augmentée en mettant
le doigt sur ce qu'il ne va pas. Et c'est vraiment une manière très rapide, très efficace d'agir, c'est documenter cette surveillance. Et on ne pourra pas remplacer les citoyens et citoyennes qui lisent dans leur journal municipal qu'il y a tel nouveau programme de surveillance. On ne peut pas être partout, on n'a pas vocation à être partout, et c'est pour ça qu'on donne des outils pour localement agir. Et cette vaste campagne Technopolis, elle donc s'en prend, elle vient freiner les ambitions finalement du ministère de l'Intérieur. Une plainte a été déposée contre lui. Quand on s'en prend à l'appareil d'État, en général, ça ne fait pas très plaisir. Est-ce que vous avez reçu des menaces dans le cadre de votre travail ? Quels sont les risques que vous prenez ou pas Et tant mieux, ça voudrait dire que... On ne menace peut-être pas encore assez, puisqu'on n'a reçu aucune menace ni quoi que ce soit aujourd'hui. En revanche, politiquement, très clairement, une partie de la droite ne veut pas entendre notre discours de comment faire autrement de la sécurité, comment utiliser la technologie au service des humains et pas contre les personnes. On a une partie de la classe politique qui aujourd'hui ne veut pas entendre ces questions. Ça date pas d'aujourd'hui, même si ça s'est accentué. Par exemple, rien qu'au début de la Quadrature, en 2008, il y a cette fameuse phrase de Christine Albanel, alors ministre de la Culture, qui, à propos de la Quadrature, parlait de 5 gus dans un garage. Aujourd'hui, ce discours politique, il s'est un peu plus musclé. On a, par exemple, des dénonciations quand on a fait des campagnes d'appel aux députés en 2015 ou pour d'autres textes. On a eu des critiques assez vives de la classe politique. Donc, aujourd'hui, on sait qu'on est écouté, on sait que notre discours est pris en compte, mais on sait aussi qu'une partie de la classe politique ne sera jamais d'accord avec nous parce qu'ils ont d'autres visions. Et c'est un peu le fil rouge aussi du livre, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on combat. C'est vraiment une question qu'on se pose tout au long du livre. À chaque période, sur les 3 périodes que j'ai décrites, on se repose la question régulièrement de savoir comment on combat. En 2016, on a même dit on arrête de parler aux députés. Parce qu'en fait, ils ne nous écoutent plus. Donc ça ne sert plus à rien, donc on abandonne, on va parler uniquement aux gens, on va faire des conférences, de la formation, et c'est quelque chose qu'on se repose régulièrement. Et finalement, après ce passage où finalement depuis quelques années, on fait beaucoup de juridique sur la Hadopi, par exemple. Là, on est devant la Cour de justice de l'Union européenne, dont tu diras peut-être 2 mots. Oui. Donc c'est une forme de combat. Le juridique est une forme de combat, c'est-à-dire utiliser l'outil juridique pour stopper des prétentions politiques. Et la conclusion un peu du livre sur ce sujet-là, puisque c'est le fil rouge, donc à la fin, il faut bien conclure, c'est justement d'amener les gens à trouver et à intégrer le danger de ces technologies-là, le danger d'une surveillance d'État, le danger de toute la surveillance même d'entreprise socialement. C'est-à-dire que ça devienne inacceptable. Et que des discours, effectivement, de politique, de députés qui disent non mais vous comprenez, il faut bien surveiller parce qu'il faut lutter contre la délinquance, etc., ne soit plus entendable parce qu'en fait, les gens se détourneraient d'eux s'ils commençaient à dire de toute façon, il va falloir surveiller tout le monde. On a encore vu récemment le sujet je crois que c'est Emmanuel Macron hier soir qu'on a parlé d'être anonyme sur les réseaux et que ça posait problème. Le fait de dire ce genre de choses, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on va devoir tout dire de manière publique et que notre employeur va pouvoir aller chercher notre nom dans un moteur de recherche et regarder tous les tweets qu'on a faits, les discussions qu'on a eues avec les uns et les autres. Enfin, qu'est-ce que ça signifie ? Voilà. Et donc, un des objectifs, je pense aussi, c'est d'amener ces combats dans la tête de tout le monde comme étant des choses absolument inacceptables socialement. C'est-à-dire qu'un politique qui dit qu'il veut avoir accès à vos comptes bancaires, c'est inacceptable, on ne le regarde plus, on ne vote plus pour lui, c'est fini, sa carrière est terminée. Et c'est ça, je pense aussi, l'objectif, c'est de démontrer que ces technologies sont tellement dangereuses qu'en parler ou évoquer leur usage sur une population, en fait, c'est déjà déclaré qu'on n'est plus en démocratie. Un gros travail de sensibilisation donc, au sein de l'association Quadrature du Net. Vous vouliez nous parler d'une autre actualité. Peut-être qu'on va conclure sur cette actualité, Bastien Lequerec. Exactement. Ouais. Benoît disait qu'en 2008... la Quadrature s'est un peu structurée autour du combat contre la Hadopi. On a beau avoir étendu nos actions, on n'a pas non plus oublié les premiers dossiers de la Hadopi. Aujourd'hui, la Quadrature du Net se bat toujours contre la Hadopi.
juridiquement, devant les tribunaux aujourd'hui, puisque le débat devant le Parlement s'est terminé depuis longtemps. Et en ce moment, on est devant la Cour de justice de l'Union européenne, où on essaie tant bien que mal de faire appliquer le droit européen qui, sur ce sujet, devrait être protecteur. Et malheureusement, aujourd'hui, on a appris que l'avocat général, c'est-à-dire un magistrat qui éclaire la Cour, a demandé à ce qu'une exception Hadopi soit créée. Et donc, il veut sauver la Hadopi au détriment des libertés, au détriment de toute cette construction protectrice qu'a fait la Cour de justice depuis des années. Donc, on voit que le combat n'est pas terminé. Sur ce dossier de la Hadopi, il n'est pas non plus terminé et on a encore, malheureusement, entre guillemets, beaucoup de travail à faire sur tous ces nombreux combats. Sachant que c'est pas la décision finale. Hein. On attend la décision finale en février prochain. À peu près. Voilà. Et on peut soutenir d'ailleurs votre combat en faisant des dons à l'association Exactement. Quadrature du Net. Là, vous allez lancer une campagne de C'est dons. ça. Dans quelques semaines, on lance la campagne de dons 2022 pour 2023. 2022-2023, qui va nous permettre en effet de payer nos salariés, de payer nos locaux, de payer quand on fait des allers-retours à la Cour de justice de l'Union européenne à plusieurs, ça a un coût. Voilà, les coûts de fonctionnement de l'association pour nous permettre de continuer à défendre les droits et libertés à l'ère numérique. Et voilà, et j'espère que vous trouverez effectivement dans le livre qu'on a écrit à 4 sur toute l'histoire de la Quadrature, l'ensemble des questions et l'ensemble des combats que vous avez pu suivre ces dernières années. Et puis peut-être sur les prochaines années aussi. Oui, bravo pour votre combat, messieurs. Je vous rappelle, le livre, c'est Internet et liberté, 15 ans de combat, la Quadrature du Net, édité par Vuibert. Et donc, Benoît Piédalu, vous êtes co-auteur de cet ouvrage. Merci Bastien Le Quérec, merci Benoît Piédalu. Je relis à chaque fois parce que j'ai peur d'écorcher votre nom. Et merci à vous de nous avoir suivis.